Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur la géométrie dans l'espace, produit scalaire. Aujourd'hui, on va conclure le chapitre avec une dernière notion, toujours concernante l'équation cartésienne d'un plan et comment on peut l'utiliser en particulier pour effectuer une dernière opération, c'est-à-dire l'intersection entre deux plans. Alors, avant de faire cela, je aimerais juste vous rappeler qu'on suit toujours le cours du manuel Césamat, qui est toujours en libre accès sur Internet. Et je vous rappelle donc qu'on est en train de parler de l'équation cartésienne d'un plan, et que cette équation est toujours donc de la forme ax plus by plus cz plus d égale à 0, avec a, b, c, les trois coordonnées respectives du vecteur normal au plan. D'accord, c'est le vecteur qui nous donne un peu la direction du plan, c'est l'équivalent du vecteur directeur pour une droite, adaptée du coup au plan. Alors, ce que nous avons déjà vu, ça a été donc plusieurs techniques, en particulier comment déterminer l'équation cartésienne d'un plan, comment déterminer l'équation cartésienne d'un plan quand on n'a que au départ juste 3 points, et pas donc le vecteur normal à ce plan. Et ensuite, nous avons étudié donc comment déterminer, si elle existe, bien sûr, l'intersection d'une droite et d'un plan. Et nous avons vu deux cas. En particulier, nous avons étudié deux cas. Donc, un premier cas dans lequel le plan il est donné avec l'équation cartésienne, et un deuxième cas dans lequel le plan il est donné avec l'équation paramétrique. Les équations paramétriques d'un plan, donc, qui sont trois et qui ressemblent beaucoup à celles pour une droite. Et bien sûr, sans oublier que nous avons également rappelé comment il faut discuter d'abord la possibilité que du coup le plan puisse être parallèle à la droite ou qu'une droite puisse appartenir au plan. Voilà, il nous reste donc une dernière technique à analyser, c'est-à-dire celle de la possible intersection entre deux plans. D'accord? Alors, comme je le fais d'habitude, je ne vous fais pas l'exercice d'application que vous pouvez trouver ici et que je vous invite à lire, car il est corrigé dans le texte. D'accord? Vous avez toujours l'accès à celui-là, tout aussi bien qu'au deuxième, qui se trouve juste là. D'accord? Mais donc, je vais résoudre un autre exercice pour étudier donc cette nouvelle notion et cette nouvelle méthode. Alors, je vous rappelle donc que avant de faire ça, ce que j'ai déjà fait, c'était la première méthode, donc l'intersection entre un plan exprimé en équation cartésienne et une droite. La deuxième méthode, c'était l'intersection entre un plan, mais exprimé avec les équations paramétriques et une droite. Et donc, on attaque aujourd'hui la troisième méthode, c'est-à-dire comment étudier l'intersection entre un plan exprimé avec une équation cartésienne et un autre plan, toujours avec une équation cartésienne. Alors, l'idée, c'est que déjà, combien de positions sont possibles pour un plan dans l'espace? Eh bien, il n'y en a pas 1000, il y en a une, c'est-à-dire la possibilité que les deux plans soient parallèles, comme par exemple dans la situation que je suis en train de vous décrire à l'instant, d'accord, où donc les deux vecteurs normaux sont parallèles. Vous avez un autre cas dans lequel les deux plans sont sécants. Et bien dans ce cas-là, vous avez que l'intersection entre deux plans, en fait, c'est une droite. D'accord? Et donc, il va falloir déterminer quelle est l'équation de cette droite dans le cas où on est dans cette situation. Mais il y a toujours un troisième cas, ne l'oublions jamais, c'est le cas dans lequel les deux plans, eh bien, ils sont confondus, ils sont l'un sur l'autre, pour ainsi dire. D'accord? En fait, il s'agit du même plan. D'accord? Donc, ces trois cas, ce sont les trois seules possibilités pour l'étude de deux plans, donc, et de leur possible intersection. Donc la première chose que je vais essayer de faire dans cet exercice, ça va être de déterminer si les deux vecteurs normaux aux deux plans sont effectivement parallèles, parce que cela pourrait me dire si les deux plans le sont aussi. Alors lisons le texte. Dans l'espace muni d'un repère orthonormé, on considère les plans P1 et P2 d'équations cartésiennes respectives, et donc on va voir le plan jaune, disons, et le plan vert, juste ici. Déterminer si elle existe, bien sûr, et derrière si elle existe, en fait, il se cache le fait que il faut d'abord déterminer si la droite existe, si elle est possible que donc l'intersection soit une droite. Déterminer, je disais, une représentation paramétrique de la droite d'intersection entre P1 et P2. Alors déjà, la première chose, c'est que je vais essayer de déterminer du coup le vecteur normal au plan jaune, et donc je vais le faire ça en jaune,
et le vecteur normal au plan vert. Alors pour faire ainsi, il faut juste que j'aille chercher quels sont les 3 coefficients des variables x, y et z pour les deux plans. C'est plutôt simple. On a du coup que n1, donc le vecteur normal du premier plan, eh bien, il est tout simplement composé par les 3 coordonnées 1, 1 et 2. On le lit très clairement, ce sont les coefficients de x, y et z respectivement. Pour le vecteur normal vert, donc le vecteur n2, et bien dans ce cas-ci, j'ai cette fois moins 1, 4 et moins 5. La première chose qui m'intéresse, c'est de savoir si ces deux vecteurs sont donc parallèles ou pas. S'ils sont parallèles, visiblement, je trouverai que les deux plans le sont aussi. D'accord? On serait donc dans cette première situation que je vous ai montrée juste ici. Vous voyez que les deux plans sont parallèles si leurs deux vecteurs normaux le sont également. Vous voyez ces deux vecteurs-là, ils sont visiblement parallèles. Alors du coup, je vais étudier ce cas. Et pour le faire, il suffit juste que je fasse les divisions, les rapports consécutifs entre les 3 coordonnées. Donc 1 divisé par moins 1, ensuite 1 divisé par 4, je vous ai déjà montré cette technique auparavant, 1 divisé par 4, et 2 divisé par moins 5. Ça me permettra d'étudier donc ces 3 rapports et de voir si les 3 ils sont égaux. Visiblement ici ce n'est pas le cas parce que 1 divisé par moins 1, ça fait moins 1. Ensuite, on a dit qu'on fait 1 divisé par 4 et ça fait 0,25. Donc c'est pas du tout égal à moins 1, mais juste pour le souci du détail, on fait aussi 2 divisé par moins 5. Alors ça fait moins 0,4. Donc voilà, on obtient 3 résultats différents. Donc on peut exclure que les deux vecteurs soient parallèles. Donc les deux plans ne sont pas parallèles. Et donc je peux aussi en déduire qu'ils ne peuvent pas être non plus confondus. Pourquoi? Eh bien parce que si ces deux plans étaient confondus, ça veut dire que leurs deux vecteurs directeurs, eh ben, ils devraient être collinéaires, d'accord? Donc parallèles. Et visiblement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et donc, je peux commencer à étudier donc l'équation paramétrique de cette droite d'intersection entre P1 et P2. Alors, comment je fais cette étude? Eh ben, c'est très simple. Je vais prendre les deux équations cartésiennes et je vais les mettre à système, comme on dit, c'est-à-dire que je vais faire une grande accolade et je vais recopier mes deux équations. X plus Y plus 2Z moins 3 égale à 0. Et la deuxième, donc, moins X plus 4Y moins 5Z plus 6 égale à 0. Et maintenant, mon but, ça va être de résoudre ce système. Voilà. En fait, l'idée qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois, quand on fait l'étude d'une intersection entre plusieurs objets, il faut résoudre un système. C'est vraiment ça l'idée cruciale à saisir. Alors, je vous rappelle que donc, dans ce système, je travaille avec mon plan jaune, c'est celui-là, et avec mon plan vert, ça je l'avais déjà dit, du coup. Et mon but, c'est que je veux arriver à avoir une équation paramétrique d'une droite, parce que c'est la seule équation que j'ai étudiée pour représenter une droite. Alors, le secret, c'est de choisir, en fait, pour arriver à ce but, le secret, je disais, est de choisir de façon réfléchie une des 3 variables x, y ou z. D'accord? Alors, il est vrai que peu importe laquelle vous allez choisir, vous allez toujours pouvoir trouver le résultat, mais essayez toujours de faire le choix qui vous demande de faire le moins de calculs possible. Ici, par exemple, je vais choisir la variable qui me paraît la plus simple à utiliser pour ensuite écrire les deux autres en fonction de celle que je viens de choisir. Oui, je sais, ça peut paraître un peu bizarre dit ainsi, mais donc ce que je vous conseille de faire, c'est de choisir la variable z dans cette situation. D'accord? Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Donc moi, ce que je vais choisir, c'est de tout écrire en fonction de z. D'accord? Alors, écrire tout en fonction de z, ça veut dire que ce que je vais essayer de faire, ça va être de écrire les deux autres variables, donc x et y, en fonction de exclusivement z. Et oui, ça c'est possible en fait. Alors en effet, si je choisis de faire cela,
je peux écrire donc dans la première équation, l'équation jaune, alors n'oublions pas ici c'est toujours de si et seulement si, que du coup, par exemple, y c'est égal à quoi? Eh bien, je porte tout le reste de l'autre côté, d'accord? Et j'obtiens que y, ça doit être égal du coup à moins x moins 2z plus 3. Vous voyez, j'ai simplement tout porté de l'autre côté. Et maintenant, je vais exploiter cette information dans la deuxième de mes deux équations. Et donc, je vais écrire moins x, déjà je remplace donc y dans la deuxième, et donc je trouve moins x, je disais, plus 4 fois du coup moins x moins 2z plus 3, moins 5z plus 6 égale à 0. Voilà. Et maintenant, dans cette deuxième équation, du coup, mon but va être encore une fois de cette fois-ci non pas isoler y, ça j'ai déjà fait et surtout il n'y a plus y ici, mais à l'inverse de isoler x. D'accord? Vous devez comprendre que une fois que vous avez choisi la variable que vous allez mettre au service de deux autres, eh bien il va falloir isoler y et x, c'est-à-dire les deux autres variables. D'accord? Alors j'ai fait les calculs, j'espère que ça va devenir plus clair. Donc je laisse y égale à ça je touche plus du tout. Et je travaille du coup avec la deuxième, et donc je trouve moins x, et là c'est moins 4x, moins 8z, plus 12, moins 5z, plus 6 égale à 0. Voilà, maintenant j'effectue les opérations. Et là, c'est donc moins, vous lisez, je pense assez clairement, regardez, ça ce sont les x. Ici, il y a z. Et le reste, ce sont juste des calculs numériques. Et donc, je peux écrire encore une fois. La première, ça reste pareil, y égale moins x moins 2z plus 3. Et donc, le reste, ça va être... Alors, pour les x, ça va être moins 5x. Pour les z, ça va être moins 13z. Et ensuite, j'ai plus 12 plus 6, donc ça fait plus 18 égale à 0. Et du coup, qu'est-ce que je vous avais dit? Eh bien, il faut, cette fois-ci, isoler la variable x. Et donc, si j'isole x, je trouve, si et seulement si, du coup, alors, je fais d'abord la deuxième, cette fois-ci, eh bien, je vais trouver moins 5x égale 13z moins 18. Et à ce moment-là, je vais diviser du coup par moins 5 pour écrire définitivement x à elle, isolé définitivement. Donc, j'efface moins 5. Et cette fois-ci, du coup, je vais diviser par cette valeur. Donc, je me retrouve avec moins 5 au dénominateur ici et ici. Et donc, je peux en déduire que ça fait moins 13 cinquième z. Et ça fait du coup plus 18 cinquième parce que c'est, vous le voyez très bien, je pense, moins et moins, ce qui me donnera donc plus comme résultat. Maintenant que j'ai obtenu cette belle expression pour ma variable x, je vais la remplacer dans la première. Alors la première équation était y égale a, et du coup là, à la place d'écrire moins x, je vais écrire moins ce que je viens d'obtenir, donc moins 13 cinquième z plus 18 cinquième. Et donc, le reste, ça va être le même, donc moins 2z plus 3. J'ai presque terminé, je dois juste faire encore cette opération, du coup, dans la première de mes deux équations. Donc, je peux écrire si et seulement si. Et si le calcul, ça devient du coup y égale plus 13 cinquième z moins 18 cinquième. Et ensuite, ici, je me prépare au calcul et du coup, je porte déjà comme dénominateur commun 5 partout. Et donc, ça devient moins 10 cinquième z plus 15 cinquième. Logique, parce que 3, ça devient 15 cinquième. Et donc, l'opération devient, alors ici, je vois clairement que les deux termes avec z sont ici et ici. Et donc, je trouve 13 moins 10, ça fait 3 cinquième z. Et moins 18 plus 15, ça fait moins 3 cinquième. Ok? Et donc, x est égal, lui, à moins 13 cinquième, toujours
z plus 18 sur 5. Ok, je vais les réécrire ces résultats une dernière fois. Et donc, je me retrouve avec y égale à 3 cinquièmes z moins 3 cinquièmes et x égale à moins 13 cinquièmes z plus 18 sur 5. Et maintenant, je vous demande de bien vouloir observer ce que moi je viens d'écrire. Parce que, en effet, j'ai terminé. Il n'y aura plus de calcul à faire, l'exercice est terminé, on a bouclé, c'est bon, c'est déjà résolu. Et là, vous me dites, oui, mais monsieur, où est-ce qu'elle est située, hein, l'équation paramétrique de la droite que je voulais? Alors, pour l'avoir, le secret, c'est juste de se dire, bah, normalement, vous savez, l'équation paramétrique de la droite, en fait, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait d'avoir, je vous rappelle, hein, x égale à quelque chose, exprimé en fonction de t, vous vous rappelez, y égale à quelque chose, toujours exprimé en fonction de t, et z égale à quelque chose, et exprimé en fonction de t. Et alors, comme vous avez remarqué, hein, moi j'ai écrit y en fonction de z, et x aussi en fonction de z. Mais alors, pourquoi ne pas dire que z est égal à t? D'accord? Regardez, j'écris ici cette belle équation. Et maintenant, regardez, qu'est-ce que ça va permettre de me dire sur x? Bah, ça va me permettre de dire que x il est égal à moins 13 cinquièmes t, parce que z c'est égal à t, plus 18 cinquièmes. Qu'est-ce que je veux maintenant pouvoir dire sur y? Bah, je sais que maintenant y c'est égal à 3 cinquièmes t, bien sûr, moins 3 cinquièmes. Et maintenant, regardez ça et dites-moi si cela ne rassemble maintenant à une équation paramétrique d'une droite. Et oui, c'est le cas. C'est vraiment une équation paramétrique d'une droite. On a trouvé effectivement cette solution et voici, ça c'est juste celle que vous souhaitez avoir. C'est effectivement une droite, d'accord? Et c'est la droite qui compose, donc qui forme l'intersection entre mes deux plans. Alors, vous l'aurez remarqué, les calculs n'étaient pas exactement simples, mais tout de même, le plus difficile, ça n'a pas été les calculs, mais c'est de comprendre ce que l'on fait. D'accord? Et en particulier ce passage où je dois dire, je rajoute en fait une équation dans le système que j'obtiens à la fin. Vous voyez, dans ce système-là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté en fait une équation. Vous voyez, à ce système, moi, j'ai rajouté en fait cette équation-là. Cette équation-là qui m'a permis d'avoir mon paramètre t. Hein, n'oublions toujours pas, hein, t appartient au nombre réel. Hein, c'est un paramètre qui peut varier parmi tous les nombres réels. Et bien, grâce à cette chose que j'ai rajoutée, j'arrive enfin à avoir une équation paramétrique d'une droite. Voilà, je vous donnerai d'autres exemples de ce type d'exercice. Pour le moment, je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.